Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Nous recevons Ousseynou Kassé, il est le directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité. Bonsoir Monsieur Kassé, merci d'être là. Bonsoir. On va parler certainement du One Summit Planet qui est organisé par la France et qui met l'accent sur la biodiversité. Mais avant tout, on s'arrête sur la structure que vous dirigez. Déjà, moi, quand j'entends biosécurité, j'ai envie de me demander qu'est-ce que c'est. Alors, la biosécurité, comme vous l'entendez, c'est la régulation des biotechnologies modernes. Alors, à partir de 1992, les Nations Unies se sont réunies à Rio pour relever 3 défis au niveau climatique. Un défi lié à la désertification, un défi lié à la conservation de la biodiversité et un défi lié au changement climatique. Et pour chacun de ces défis, il a été mis sur place une convention. Et au niveau de la biodiversité, la convention va avec des protocoles. Et la biosécurité, elle est prise en charge au niveau du protocole de Cartagena. Et par rapport à votre structure, ça fait combien de temps qu'elle est sur pied et quels sont ses domaines de compétences? Alors, initialement, la biosécurité a été considérée comme un programme au niveau du ministère de l'Environnement. D'accord. Mais en 2017, son Excellence le Président Macky Sall a eu une autre vision pour ces biotechnologies modernes. En mettant et en réaménageant le décret portant organisation mission de l'Autorité nationale de biosécurité. Et l'autorité fait la régulation maintenant des biotechnologies modernes. Vous faites de la biotechnologie tout simple. Par exemple, le boulanger qui fait du pain, donc avec la fermentation, il fait de la biotechnologie. Quand vous faites des techniques, par exemple, de greffe sur des arbres, vous faites de la biotechnologie. Mais quand vous utilisez maintenant l'ADN, donc là où est contenue l'information génétique, c'est-à-dire ce qui s'exprime quand on a des générations, on a des traits de caractère qui apparaissent par exemple sur votre descendance, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et quand c'est à ce niveau, on parle de biotechnologie moderne. Et le monde dans sa globalité a reconnu les bienfaits au niveau de ces biotechnologies. Mais on doit les encadrer sur le plan éthique, en tenant compte des considérations socio-économiques et un encadrement de façon globale. Est-ce que les gens connaissent suffisamment cette structure? Alors, nous sommes en train, en matière de communication, d'abord de nous déployer à l'intérieur du pays. Avec des CRD, nous sommes en train d'échanger et de discuter avec les autorités, les services compétents, les populations de façon globale. Il y a aussi un autre volet qui va en direction des universités pour que tout le monde puisse comprendre les tenants, les aboutissants, les enjeux au niveau bien. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Alors, sur le terrain, concrètement, nous sommes en train de sensibiliser les populations, de les éduquer. Nous préparons aussi, pour le compte du gouvernement du Sénégal, toutes les modifications sur le plan législatif et nous accompagnons le processus. Et nous sommes une administration, donc un démembrement de l'État du Sénégal. Et de façon globale, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos liminaire, nous faisons la régulation en matière de biotechnologie moderne. Il faudrait des biotechnologies modernes pour que la biosécurité puisse exister d'abord. Vous avez les moyens pour Alors, politique? Pour les moyens, il faut aussi reconnaître le fait que son Excellence le Président Macky Sall a donné un budget substantiel à l'autorité comparé. Nous avons environ 400 millions de budget. C'est pas colossal, mais tout au début, annuellement. Mais tout au début, je pense que nous n'étions pas sur ce schéma. Il y avait environ 30 millions qui étaient alloués à ces biotechnologies modernes. Il y a une volonté politique qui est manifeste. Il y a aussi un engagement du pays au niveau sous-régional et régional, donc au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Récemment, au mois de septembre passé, la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO a adopté le règlement sur la biosécurité. Et on était parti sur la dichotomie entre
il faut un règlement sur les biotechnologies modernes ou bien il faut des directives. Et la différence, c'est que le règlement est d'application directe. Du moment que ça a été adopté, d'ici 3 ans, le règlement va entrer en vigueur. Et fort heureusement, le Sénégal s'est préparé par rapport à ça, sur instruction du président. Nous avons préparé une loi qui va modifier la loi de 2009. Donc, et cette loi est sur la table du gouvernement, il a suivi le processus de maturation. Mais qu'est-ce qui motive ce changement-là? Alors, ce changement tient lieu de 3 faits, trois choses. La première, c'est que les modifications ou les considérations du protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur qui sont intervenues plus tard, après l'adoption de la loi en 2009. Ce protocole a été adopté en 2010. Donc, la loi de 2009 n'intégrait pas ces dispositions. La deuxième chose, c'est qu'une loi aussi doit être dynamique. Oui. Il y a de nouvelles choses qui sont arrivées, par exemple le Gene Drive, les nanotechnologies. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées encore qu'on devait intégrer dans cette loi. Et le règlement de la CEDEAO aussi, nous avons tenu compte de ce règlement, sinon la loi serait caduque d'ici 3 ans. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels nous nous sommes appuyés pour modifier la loi sur la bioscience. Alors nous en venons au sommet dont je parlais au début de l'émission, le One Summit Planet, la 3e édition du genre, organisée par la France. Et cette année, l'accent est mis sur la biodiversité. Comment appréciez-vous ce cadre d'échange? Je pense que c'est un cadre extrêmement important. Du moment que ça regroupe les dirigeants du monde entier, les personnes qui sont influentes, et nous sommes ravis d'avoir vu la participation de Youssou Ndour, oui, qui est un fils du Sénégal et qui est à ce niveau, qui plaide aussi pour le continent de façon globale. Donc ça, c'est une fierté nationale et donc nous nous en félicitons et nous nous réjouissons de cela. Alors, vous savez, la biodiversité de façon globale, si elle n'est pas bien prise en charge, nous allons vers des dérives sur le plan climatique et sur le plan de l'alimentation avec l'agriculture, donc, et même sur le plan de la santé. Donc on a vu et on a pu constater que c'est la perturbation des écosystèmes, oui, qui est à l'origine de pas mal d'apparitions de virus, de bactéries, donc de nouvelles maladies qu'on a. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le climat, le Covid ou le coronavirus, bien et sûr, à côté la biodiversité. Bien sûr. Donc de façon globale, il y a plus de 500 espèces de virus. Et quand vous perturbez l'équilibre au niveau de la biodiversité, vous perturbez l'équilibre au niveau du climat, vous impulsez de nouveaux changements. Et ces changements-là viennent avec aussi leur lot de maladies, de catastrophes. On a pu constater actuellement qu'il y a des dermatoses, donc des maladies de la peau qui apparaissent du, oui, fait du réchauffement du climat. Donc, et l'exode même de populations qui sont liées à la sécheresse, à la disparition de cours d'eau, donc du dérèglement climatique. Comment éviter aujourd'hui, ou plutôt comment prévenir ces pandémies-là, puisque pour ce qui est du coronavirus, on nous parle de zoonose, il y a également d'autres types de maladies liées à ce genre de phénomène. Comment faire pour prévenir cela? Alors, les zoonoses, il faut les expliquer. Les zoonoses sont les maladies qui sont transmises à l'homme via les animaux. Et si nous répertorions les maladies, 80% des maladies actuelles sont zoonotiques, donc viennent des animaux, qu'ils soient domestiques ou bien des animaux sauvages, qui sont sauvages. C'est pourquoi il faut maintenir l'équilibre dynamique qui existe entre la nature et l'homme. Quand on sait que ces perturbations que nous avons observées ces dernières décennies sont anthropiques, sont du fait de l'homme. Donc la première parade par rapport à la pandémie, par rapport aux autres maladies futures qui vont venir, c'est d'abord un respect de l'environnement. C'est de prendre en charge dans nos modèles de développement les considérations qui sont liées à l'environnement. Est-ce que la législation est assez corsée pour pouvoir peut-être dissuader certaines personnes ou des grandes puissances qui participent à l'agression de nos écosystèmes? Oui, la dissuasion par la législation est un modèle. Il en existe deux. En partie, les questions qui sont liées à l'environnement sont aussi philosophiques. Nous devons aller vers l'incitation pour que chacun puisse prendre en charge par lui-même les questions qui sont liées à l'environnement. Pour que les gens fassent leur autocritique
et prendre en charge l'environnement de façon globale, qui dans nos modèles de développement actuellement occupe une place quand même de choix. On l'a vu avec la modification de la Constitution. Son Excellence le président Macky Sall a inscrit les questions qui sont liées aux ressources naturelles dans la Constitution. Dans le PSE aussi, phase 2, on a vu qu'il y a un PSE vert. Donc voilà, par la prise en charge de ces questions sur le plan politique et l'opérationnalisation aussi au niveau local, donc, et au niveau des maisons, au niveau de l'éducation environnementale. Donc voilà ce qu'il faut. Le plus souvent, lors de ce genre de rendez-vous, on a tendance à entendre les mêmes discours, les mêmes plaintes ou complaintes. Et à côté, on a des leaders qui sont là, qui font des promesses, mais l'année prochaine, bis repetita. Donc, que faire pour dépasser le discours, pour en aller aux actions? Je pense que parmi les leviers sur lesquels nous pouvons agir par rapport à ce que vous dites, figure en bonne place l'accord de Paris. L'accord de Paris qui en 2015, donc quand on partait en négociation, on était parti, chaque pays, État parti, était venu avec ce qu'on appelle sa CPDN, donc sa contribution nationale prévue déterminée, qui après l'accord de Paris est devenue une contribution nationale déterminée. Et là, il faut saluer aussi les actions menées par le gouvernement du Sénégal, qui a adopté lors de sa séance de Conseil des ministres du 9 décembre passé, eh bien, la CPDN nationale, donc notre contribution nationale au Sénégal, qui s'élève à 13 milliards. Donc nous avons mis 8,7 milliards au niveau de l'atténuation et 4,3 milliards au niveau de l'adaptation, plus aussi ce qu'on appelle un transfert de technologie, qui est aussi le troisième point. Hormis l'aspect financier. Hormis l'aspect financier, il faut nécessairement ça. Donc dans nos politiques de développement, il faut inscrire l'environnement en bonne place, sa prise en charge. Et on a vu récemment la décision du président de la République qui dit qu'avant l'attribution de permis de construire, il faut que les gens plantent des arbres. Je pense que voilà ce qu'il faut, plus l'éducation environnementale, pour que l'on puisse prendre en charge ces questions qui sont des défis. Et où est-ce qu'on en est de manière générale au Sénégal pour ce qui est de la protection de la biodiversité? Parce qu'on a vu par exemple, après l'hivernage, on a eu une forte chaleur, beaucoup de tapis herbacés, quelque part des incendies ont été notés un peu partout, ou en tout cas dans certaines localités, ce qui a nécessité même le déplacement du ministre dans certaines zones. On a les océans qui sont agressés, à côté les types de cultures qui posent problème. Où est-ce qu'en est le Sénégal dans ce thème? En plus des missions régaliennes qui sont dévolues au ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la direction des parcs, la direction des eaux et forêts, oui. Nous avons, en application des accords d'Aïchi, le Sénégal, entre 2004 et maintenant, est passé de 4 aires marines protégées à plus de 10 aires marines protégées. Donc ça découle d'une volonté politique du gouvernement du Sénégal. Et je puis vous dire qu'il y a plus de 9 décrets qui sont sur place, qui sont en préparation, pour classer des zones le circuit depuis combien qui sont en gestation au niveau du ministère d'abord. Donc qui sont en train de subir le processus de maturation. Parce que tout ce que nous faisons au niveau du ministère, nous le faisons dans une multisectorialité. Il n'y a pas que le département de l'environnement qui intervient, mais il y a les autres techniciens, en plus des aspects qui sont liés au droit, donc à la rédaction, à l'écriture. Vous savez qu'une phrase tout simplement peut changer le contenu sur le plan juridique d'une loi ou d'une phrase. Donc, quel est l'avantage que le Sénégal peut tirer aujourd'hui d'un sommet comme celui qui a été organisé à Paris? Je pense que le Sénégal, d'abord, il y a de la diplomatie à faire, à jouer. Et on a vu le leadership très élevé du président Macky Sall, que le leadership aussi de Youssou Ndour, le ministre Youssou Ndour, vient réconforter, consolider et donner encore plus de tonus sur le plan international. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes dans une dynamique multilatérale. Donc l'Afrique doit parler d'une seule voix. C'est pourquoi vous entendez parler lors des négociations du groupe G77 plus la Chine
donc pour permettre plus de force. Comme on dit en Wolof, mbolo moy doole, donc l'union fait la force. Voilà la carte que pourrait jouer le Sénégal, en plus de notre contribution prévue, déterminée, comme je l'ai dit, qui s'élève à plus de 13 milliards de dollars américains à terme, et qui inscrit le Sénégal dans toutes ses politiques de développement et sur une ligne qui prend en charge les aspects liés à l'environnement. En plus de décisions aussi, une décision très forte que j'ai oublié de mentionner, c'est celle qui va en direction de l'évaluation environnementale pour tous les projets. Ça, le Sénégal a pris en charge cette question. Donc pour tout projet au Sénégal, on fait l'évaluation des impacts environnementaux, d'abord sur le projet. Et après, on dresse un plan de gestion environnementale, donc qui permettra de suivre tous ces aspects-là. Et donc, quelle est la contribution de l'autorité que vous dirigez dans la préservation de nos écosystèmes? Alors, dans la préservation de nos écosystèmes, principalement, nous contribuons à la préservation de la biodiversité de façon globale. Vous savez, il y a des insectes qui sont extrêmement nécessaires quand on prend, par exemple, les abeilles, qui assurent les 2/3 de la pollinisation. Donc, en matière de biosécurité, nous devons aller vers la protection de ces espèces. Et faire de sorte qu'il n'y ait pas aussi d'hybride. Parce que quand, dans la modification ou dans le travail biotechnologique, on va vers la création de nouvelles espèces. Et ces espèces-là, on ne connaît pas a priori. Donc, si on peut aller vers des rapprochements et la création d'autres espèces qu'on ne maîtriserait pas donc, dans le futur. Donc, c'est en quelque sorte pour endiguer, protéger cette biodiversité que nous travaillons. Donc, nous contribuons, comme les autres directions, la direction des parcs, des eaux et forêts, etc., donc à la préservation de la biodiversité. Et c'est votre mission, c'est ma mission. Chacun individuellement, chez lui, doit aussi prendre ces questions en charge. Et si on s'arrête sur la question de la vaccination, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la pandémie, du coronavirus, il y a une course au niveau international de grandes puissances qui sont là et qui proposent des vaccins. Au niveau du continent africain, peut-être que le continent est encore en retard, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité que vous dirigez peut être une force de proposition pour qu'on puisse avoir, qui sait, demain, une proposition de vaccin sur la table? Alors, pour ça, je pense qu'il faut faire la dichotomie. C'est vrai qu'on a vu avec le vaccin de Pfizer que la source, le matériel de travail est un matériel qui vient du génome, donc d'une transformation biotechnologique. C'est des techniques qui existaient, que les gens n'avaient pas utilisées auparavant. Et ça, je pense que pourquoi les gens sont arrivés très vite à l'obtention de ce vaccin, c'est en partie grâce au travail qui est fait par les Chinois. Tout au début de la maladie, les scientifiques chinois ont réussi à séquencer le gène. Et il y a eu une collaboration sur le plan scientifique à jamais égalée. Auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun était dans sa recherche pour trouver le vaccin et faire du profit. Ou bien on avait des lignes programmatiques de travail qui sont spécifiques. Mais sur ce, les gens ont partagé l'information. Donc les scientifiques, ils ont séquencé le virus. Donc tout le travail scientifique est allé très rapidement. Oui. Donc, et voilà pourquoi. Et l'utilisation de ces biotechnologies date de longtemps au niveau de la médecine, même si ce n'est pas notre domaine de compétence. On a vu qu'avec l'utilisation de l'insuline, il a fallu utiliser des bactéries pour avoir de l'insuline, contrairement à ce qui se faisait auparavant, qu'on cherchait sur des cadavres ou bien sur des porcs, etc. Donc voilà une prouesse qui est obtenue grâce à une biotechnologie, mais qui répond sur le plan médical. Ce qui veut dire que vous n'intervenez pas, vous n'intervenez pas dans ce domaine. Par rapport à ça, mais s'il y a de la recherche dans ce domaine, tenant compte des biotechnologies modernes, nous allons intervenir par une régulation. Et nous avons des leviers, 3 principalement. Mais qu'est-ce que vous appelez une régulation? Non, la régulation c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui veulent travailler dans ce domaine ou qui ont des produits dans ce domaine, ils nous les soumettent, une demande, une administration. Nous recevons ce qu'on appelle la notification, que nous examinons.
Et nous nous appuyons sur un comité national de biosécurité qui est en miniature le Sénégal. Et j'en profite pour saluer aussi au passage votre confrère Abdou Aziz Mbaye, qui est membre du comité national de biosécurité. Il représente l'association des communicateurs traditionnels. Nous avons un comité national technique de biosécurité qui est constitué de scientifiques et qui, après le travail fait par le laboratoire de biosécurité qui est au niveau de l'université de Dakar, valide ce travail-là, regarde les informations et les fait passer par le comité national de biosécurité. Lequel comité national de biosécurité donne son avis avant la prise de décision. Donc voilà le processus et le protocole de façon. Sur quel chantier aujourd'hui devrait-on s'appesantir dans l'urgence pour ce qui est de la préservation des écosystèmes? Pour la préservation des écosystèmes, je pense que le premier chantier, nous y sommes déjà, c'est mettre sur place les dispositions réglementaires et législatives qui nous permettent d'encadrer la chose. La deuxième, c'est d'aller vers l'éducation environnementale. D'ailleurs, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a une direction sur l'éducation environnementale qui est dédiée. Donc ça, c'est une cohérence au niveau de la politique gouvernementale. En plus du fait que la gestion de l'environnement soit une compétence transférée donc au niveau des collectivités. Donc c'est une question qui est prise en charge au niveau des collectivités. Donc ça fait partie des 9 compétences qui sont transférées. Donc voilà d'abord. Et il faudrait faire un appel à la prise de conscience des Sénégalais. Parce que les investissements en matière d'environnement sont des investissements à long terme. Si vous plantez votre arbre, peut-être que vous allez prendre les fruits à 8 ans, 9 ans. Donc c'est pour les autres générations. Voilà le pourquoi il faudrait que nous soyons tous sur ces... Je termine par la stratégie nationale de la biodiversité. Vous avez déjà commencé à la dérouler ou c'est encore au stade de projet? Nous avons validé la stratégie nationale de biosécurité, donc qui va de 2019 à 2023. Donc la stratégie est en train d'être déroulée. Donc voilà, et c'est notre feuille de route. Et à partir de chaque année, nous prenons la stratégie qui est calée aussi sur les ODD d'abord et sur le PSE. Donc, en plus de la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Environnement, voilà le trépied sur lequel s'appuie notre stratégie. Mais chaque année, les activités de l'autorité sont validées par le conseil d'orientation qui est composé de membres venant d'organisations diverses. Merci. Merci beaucoup Ousseynou Kassé, le directeur exécutif de l'autorité nationale de biosécurité. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure.